Grand C, révolution et contre-révolution. La Première Guerre mondiale a été le plus beau cadeau que le tsar ait fait à la Révolution. La phrase n'est pas de moi, mais elle est de Lénine, montrant ainsi comment ce conflit déstabilisa l'empire autoritaire. Effectivement, Marx n'avait pas prévu que la Révolution éclate dans un pays pauvre et rural comme l'était un pays pauvre, rural, sans prolétaires et sans bourgeois, comme l'était la Russie de 1914. Il avait plutôt prévu que la Révolution éclaterait dans un pays hautement industrialisé où s'était développé un prolétariat éclairé, c'est-à-dire qu'il pensait plutôt à l'Allemagne, la France ou l'Angleterre. On voit donc là le rôle décisif que la guerre a joué dans la chute de l'empire tsariste. La Russie, effectivement, apparaissait au début de la guerre comme un véritable rouleau compresseur grâce à son potentiel humain. Mais ce conflit inaugure l'ère de la guerre industrielle, c'est le perfectionnement de l'équipement, la capacité à mouvoir ses troupes, le ravitaillement en armes et en matériel qui décide du sort du conflit et non plus le poids humain. Le front germano-soviétique a donc été le théâtre d'âpres combats, compris de part et d'autre comme une guerre civilisationnelle et raciale entre Slaves et Germains. L'isolement des troupes dans de vastes plaines stériles, l'usage de francs-tireurs et de la tactique de la terre brûlée par les troupes du tsar confortèrent les Allemands dans leur hostilité aux Slaves, aux Russes. Aux Russes qu'ils considèrent comme un agglomérat de races asiatiques et slaves inférieures et dangereuses. Des pratiques de cruauté sont massivement pratiquées sur les prisonniers de guerre, les civils, voire à l'encontre des cadavres de l'adversaire. C'est très important à retenir pour comprendre ce qui va se passer lors de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie en 1941. Tout ce qu'on verra sur les Einsatzgruppen, etc., il faut que vous ayez ça en tête, d'accord ? Les difficultés du front se conjuguent avec celles de l'arrière. Le ravitaillement est prioritairement accordé aux troupes, laissant la population civile dans une situation de très grande misère et de sous-nutrition chronique. Ce sont des manifestations de femmes qui balayent en février 1917 le régime des Romanov. Un gouvernement provisoire s'installe, prônant des réformes politiques, suffrage universel, mise en place d'un régime démocratique. Il en oublie les causes de son arrivée au pouvoir, aucune réforme à caractère social ou visant à l'arrêt de la guerre n'est prise. L'agitation menée par les socialistes, notamment les bolcheviks de Lénine et Trotsky, s'amplifie. Mais l'on voit aussi les anarchistes et les nationalistes des différentes minorités de l'Empire tenter de renverser le pouvoir fragile qui s'est mis en place en février 1917. Mais c'est l'échec des offensives Kornilov en août 1917 qui scelle le destin de ce régime fragile, de ce régime aux abois. Les pertes d'hommes colossales enregistrées lors de ces attaques sont perçues par le peuple comme une volonté délibérée d'une classe dominante d'officiers de l'état-major pour détruire la populace, pour se débarrasser de la populace. On assiste alors à des exactions extraordinairement brutales des hommes de troupe contre leurs supérieurs. Les mutineries se multiplient, entraînant la désagrégation du front. L'Allemagne progresse partout. Les désertions se multiplient. On assiste alors à une translation de la violence vers l'arrière. Les déserteurs appuient les jacqueries dirigées contre la noblesse et l'Église orthodoxe qui possédaient les terres. Les bolcheviks, habiles orateurs et meneurs d'hommes, récupérèrent ainsi le mécontentement pour le transformer en révolution dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917. Le gouvernement bolchevique décrète l'abolition de la grande propriété foncière, entérinant la situation de fait qui s'était établie depuis août. Mais surtout, elle entame un cycle de négociations visant à signer la paix avec l'Allemagne, qui mènera en mars 1918 au traité de paix de Brest-Litovsk. Ces décisions permettent le ralliement d'une forte minorité de la population au nouveau régime, mais les oppositions s'organisent. Les fidèles de l'ancien régime constituent les armées blanches. Se formant sur les décombres de l'ancienne armée impériale, elles sont vite appuyées par les puissances étrangères, notamment les Américains.
Malgré ses appuis extérieurs en hommes et en matériel, malgré les fortunes considérables dont elles disposent, ces armées ne réussissent pas à vaincre la très disciplinée armée rouge par la faute de division et d'ambition contradictoires des chefs blancs. Mais cette terrible guerre civile ne fut pas seulement une opposition entre rouge et blanc. Participèrent ainsi les troupes noires, les anarchistes, les nationalistes divers et variés, notamment les nationalistes ukrainiens, les armées vertes, les paysans autogérés, des socialistes opposés à Lénine. Les alliances se font au gré des opportunités politiques et militaires. Au sortir du conflit en 1921, les bolcheviks héritent d'un pays ravagé, humainement, économiquement et structurellement. Politiquement parlant, est apparu un nouveau régime, le communisme de guerre. La terreur rouge est menée contre tous les opposants, réels ou supposés du régime. Toutes les libertés publiques ont été suspendues. Toute divergence au sein du parti est condamnée avec la plus extrême sévérité. Le régime utilise une police secrète, appelée la Tchéka, l'ancêtre du KGB. Elle espionne les vies privées de la population, multiplie les exactions, les exécutions, les emprisonnements autoritaires. C'est l'ère du goulag qui s'ouvre. L'État contrôle entièrement l'économie et la société, qui doit s'aligner sur le projet politique bolchevique. Ce nouveau régime est l'héritier de trois tendances et d'expériences historiques: la terreur robespierriste, le principe de la dictature du prolétariat édicté par Karl Marx, et la violence de la Première Guerre mondiale.